Alors cette année, le prix Hemingway, après maintes délibérations, va être remis donc à Bogdana Radu, qui a fait sa thèse donc à Saint-Étienne et à l'université du Cap aussi. Et donc, elle a fait une thèse donc, qui est intitulée Cratonic Eclogic Xenoliths, Formation and Evolution of the Subcontinental Lithospheric Mantle. Alors, je pense qu'elle va nous faire une présentation qui va nous éclaircir précisément tous ces mots qui peuvent paraître compliqués, mais qui sont sans doute très intéressants puisque la commission a décerné à l'unanimité j'allais dire Johanna, non, elle préfère Bogdana, à Bogdana le prix Amiboué 2019. Donc comme pour Raphaël Vasseur, vous avez un quart d'heure, 20 minutes pour présenter vos travaux. Euh, Est-ce que vous m'entendez bien? Ok, bon. Donc, bonjour. Merci pour être venu et merci pour cette opportunité de vous présenter, même si d'une manière très générale, mon travail de thèse. Donc, oui, effectivement, j'ai fait ma thèse à Saint-Étienne, à l'université Jean Monnet, sous la direction de Jean-Yves Cotin et de Bertrand Moine. Et ensuite, on a démarré une co-tutelle avec l'Université de Cap en Afrique du Sud où j'ai travaillé avec Chris Harris. Donc l'objet de ma thèse, c'était vraiment donc, les xénolithes du manteau, des xénolithes éclogitiques. L'idée, c'est de mieux comprendre la formation et l'évolution du manteau lithosphérique sous-continental. Mais pour de vrai, ce que nous, on voulait voir, c'était qu'est-ce qu'on peut obtenir sur le recyclage de la croûte et de l'eau dans le manteau. Oui. Donc, quand on parle de l'eau, on parle d'H2O. Mais nous, quand on pense à l'eau, on pense à hydrogène. Donc, ça peut être hydrogène moléculaire, donc H2, ou hydroxyle, donc le OH. Donc, ce qu'on comprend, c'est que quand on parle de l'eau, on parle d'hydrogène et oxygène, qui sont des éléments qu'on trouve dans plusieurs endroits dans l'univers. On peut l'avoir dans des astéroïdes ou comètes ou des nuages cosmiques. Mais on connaît tous que l'eau était très importante pour l'évolution de la vie et pour notre planète. Donc, comment est-ce qu'on a eu de l'eau sur Terre? Donc, probablement pendant l'accrétion précoce de la Terre, on a incorporé de l'hydrogène, de l'eau, des volatiles. Mais quand on a eu le grand impact qui a formé la Lune, on a perdu. Bon, après, maintenant, une partie des chercheurs, ils pensent qu'on a perdu la totalité des volatiles et qu'ensuite, c'est des astéroïdes qui ont ramené de l'eau sur Terre. Après, il y a d'autres qui pensent qu'on a gardé, malgré cet impact, on a gardé une quantité d'eau initiale. Mais ce que tout le monde se met d'accord, c'est qu'au moins une partie de l'eau sur Terre était amenée par des astéroïdes avant la différenciation de la planète. Et au présent, plus de 70% de la surface de la Terre est couverte par l'eau, mais on connaît qu'on a aussi de l'eau à l'intérieur de la Terre. On connaît ça parce qu'on a trouvé des inclusions, des minéraux hydratés dans des diamants qu'on sait qui sont amenés de très grandes profondeurs. Donc on sait qu'on a de l'eau dans des différentes couches de la Terre, mais combien? Donc des études jusqu'à présent montrent qu'on peut avoir, on estime d'avoir environ 7 fois plus d'eau à l'intérieur de la Terre que la totalité des océans. Et moi et mon étude s'est focalisée sur le manteau supérieur et on a essayé de mieux comprendre tout ça. Donc moi, j'ai travaillé, comme j'ai dit, sur le manteau supérieur. Donc, quand on parle cycle global de l'eau, on sait qu'on va introduire de l'eau pendant le recyclage de la croûte, donc pendant la subduction. On va l'introduire dans l'intérieur de la Terre, donc dans le manteau. Et après, au moins une partie va être expulsée pendant l'activité volcanique. Et je dis qu'une partie
parce qu'on sait aussi qu'on peut stocker de l'eau comme hydrogène en trace dans la structure des minéraux qui sont nominalement anhydres. Moi, je pense que le manteau supérieur est clé pour comprendre ce recyclage parce que c'est une partie du manteau qui est vraiment impliquée dans ce processus. Et les minéraux qui sont les plus communs dans ce manteau sont les olivines et les pyroxènes. Bon, mon étude, il s'est focalisé sur des xénolithes éclogitiques, des cratons sud-africains et sibériens. Donc, c'est des fragments du manteau qui sont amenés en surface par des éruptions volcaniques très particulières, des kimberlites. Donc, c'est des éruptions qui sont très profondes et très rapides, ce qui nous permet de préserver ces roches. Et ce qui est très important dans ce cas, c'est que ces fragments sont assez rares. Et bon, donc c'est pour ça que c'est très difficile de vraiment avoir une vision un peu plus large de ce qu'on a à l'intérieur de la Terre. Donc, elles ont un peu cet aspect-là, les éclogites. Donc, elles peuvent être biminéraliques. Ça veut dire qu'elles contiennent du granat et de l'omphacite, qui est un clinopyroxène sodique. Elles peuvent être non métasomatisées ou métasomatisées. Ces éruptions, on peut bien s'imaginer qu'elles impliquent beaucoup de fluides qui circulent. Donc, c'est un peu difficile d'avoir des échantillons qui n'ont pas interagi avec ces fluides ou le magma qui les amène en surface. Et là, moi, je trouve que j'ai eu l'opportunité d'avoir accès à une très grande collection de ces éclogites, qui n'est pas toujours le cas dans ce type d'études. Donc, je travaille sur plus d'une centaine des échantillons. Ce qui nous a permis ou m'a permis d'avoir un peu plus une idée complète de texture et ce qu'on peut trouver dedans. Donc, celles qui sont non métasomatiques, on voit qu'elles ont un aspect un peu plus propre. Par contre, celles qui sont métasomatiques, elles ont des textures qui sont moins équilibrées et elles peuvent contenir beaucoup des inclusions. Ensuite, on peut avoir des éclogites qui contiennent du coésite ou d'hystène ou corindon, et parfois les omphacites, elles ont aussi des textures, des exsolutions le long des plans de clivage. Donc, l'idée avec cette étude, c'était de tester un peu l'origine de ces éclogites. Il y a deux grandes hypothèses, si elles sont dérivées d'une croûte océanique recyclée ou si elles sont des roches mantilliques. Donc, pour voir si elles sont vraiment des roches recyclées dérivées d'une croûte océanique qui a été subductée, en plus des éléments majeurs et traces, les éclogites ont en général une composition assez basaltique, on a regardé les isotopes d'oxygène. Et là, ce qu'on a obtenu, c'est on voit qu'on a une très grande variabilité des valeurs isotopiques en oxygène, très différentes de celles du manteau, ce qui implique que ces roches, ou plutôt leurs protolithes, ont interagi avec de l'eau de mer à haute et à basse température. Et ce qui a été aussi très important ici, c'est qu'on obtient des valeurs très bas, beaucoup plus bas que toutes les autres études ont trouvé jusqu'à maintenant. Ce qui pose un peu aussi en question quelle était la composition de l'eau de mer à l'Archéen. Parce que ça, c'est des roches très vieilles archéennes. Ensuite, quand on a corrélé quand on a regardé ces valeurs en oxygène par rapport à la composition en élément majeur, on a vu que ce que nous, on avait interprété comme une composition plutôt de base de croûte correspond à une altération de haute température, et ce que nous, on avait interprété comme le haut de la croûte correspond à une altération de basse température, ce qui était assez cohérent. Donc, ensuite, on a recalculé la roche totale et on a comparé un peu avec des possibles protolithes. Et ce qu'on a obtenu, c'est que, comme on attendait, ces éclogites ont une composition très proche des basaltes, plutôt des picrites, ce qu'on attend d'une de fusion beaucoup plus important à l'Archéen. Et ensuite, une de ces éclogites ont probablement subi de la fusion partielle parce qu'elles ont perdu une partie de leur terre rare. Et celles qui contiennent des phases très riches en aluminium, donc d'hystène ou corindon, ont une composition plutôt proche des cumulats, plagioclases, pyroxènes, ce qu'on pourrait trouver plutôt dans la partie inférieure de la croûte. Donc, si ces éclogites sont des fragments d'une croûte océanique recyclée, on a regardé l'eau
et est-ce qu'on trouve de l'eau à l'intérieur. Et c'est pas une coïncidence que ces roches sont les roches du manteau qui contient le plus d'omphacite, où l'omphacite jusqu'à maintenant il a été le minéral parmi les minéraux nominalement anhydres qui contient le plus ou qui peuvent contenir le plus d'eau à l'intérieur dans sa structure. Donc pour ça, on a utilisé plusieurs méthodes pour mesurer l'eau. Donc on a commencé par l'infrarouge, et qui est une technique qui nous permet d'identifier ou de quantifier l'eau sous forme d'hydroxyle. Et on a trouvé plusieurs 1000 ppm. Ensuite, on a essayé de pousser un peu les limites de ces techniques analytiques pour voir si on arrive à voir l'hydrogène moléculaire, qui jusqu'à maintenant, il a été décrit que sur des échantillons synthétiques. Et on a réussi à le voir, donc ça rajoute encore quelques centaines de ppm d'eau. Et après, on a dit, OK, donc ça, on a vu, on a de l'hydroxyle, on a hydrogène moléculaire. Est-ce qu'on peut avoir d'eau sous d'autres formes? Donc, on a fait des analyses qui nous permettent d'analyser l'hydrogène total, donc comme la sonde ionique, et ensuite le TCOA ou la microson nucléaire. Et on a vu qu'on peut stocker beaucoup plus d'eau, donc jusqu'à 6000 ppm, qui est très très important pour le manteau. Un manteau qui devrait être anhydre à cette pression et température. Mais en même temps, on a vu que pour ce type de minéral, qui devrait être le plus important pour l'eau dans le manteau, les techniques ne sont pas très bien calibrées. Et donc pour la sonde ionique, on a des erreurs qui sont assez importantes. Pour la microsonde nucléaire, on voit qu'on sous-estime beaucoup la quantité totale. Ok, donc pour essayer de conclure un peu tout ça, donc les choses les plus importantes, donc c'est on a répondu, je pense d'une manière beaucoup plus complète à cette question, est-ce que les éclogites mantéliques sont dérivés d'une croûte océanique subductée ou pas? Donc la réponse est oui. Ensuite, on a trouvé une signature, des valeurs d'oxygène, des isotopes d'oxygène qui sont beaucoup plus inférieurs à ce qui a été déjà décrit dans la littérature, ce qui est cohérente avec l'hypothèse que l'eau de mer à l'Archéen avait une composition isotopique différente de celle d'aujourd'hui et qui se met d'accord avec des études qui sont plutôt sur des roches sédimentaires. Ensuite, si on recalcule la teneur en eau de la roche totale, donc des éclogites, parce que nous on a fait ces études sur des omphacites, qui sont seulement une partie, même comme ça, on obtient des teneurs en eau beaucoup plus importantes que le manteau entourant ces éclogites, donc dans les péridotites. Et ça va beaucoup dans le sens que l'eau qu'on préserve dans les éclogites, ce n'est pas une eau dérivée des fluides métasomatiques qui circulent dans le manteau, mais que c'est de l'eau préservée pendant ce recyclage de la croûte. Ensuite, on a prouvé qu'on peut avoir cette eau sur différentes formes, donc pas seulement hydroxyle. Donc ça vraiment ouvre les portes pour plusieurs études sur ce sujet, qui peut ensuite avoir des implications sur d'autres minéraux, pas que sur les omphacites ou sur le manteau. Et donc, peut-être le plus important, c'est que ces éclogites sont des réservoirs assez importants d'eau dans le manteau sous-continental. Et on sait que la présence d'eau change beaucoup les propriétés des minéraux et donc du manteau. Donc ça peut avoir des conséquences assez importantes sur la stabilité des cratons et notre compréhension du manteau en général. Okay. Bon. Merci. C'est tout. Donc j'ai essayé d'être assez rapide sur une étude qui a été très complexe et qui a changé beaucoup pendant ma thèse. Je veux vous remercier pour ce prix et pour cette opportunité donc de vous présenter tout ça. Et je veux remercier beaucoup à mes encadrants parce que je crois que j'ai vraiment la chance d'avoir des directeurs de thèse qui ne sont pas seulement des très bons chercheurs, mais qui sont aussi des très bons professeurs qui savent comment vraiment encadrer une thèse et s'en occuper de tout ça. Bon, merci. Merci.
Puisqu'il est question d'hydroxyle, l'hydrogène manquant, est-ce que peut y avoir des applications pour récupérer de l'hydrogène? Pas vraiment, non. On a besoin d'avoir une quantité de roches énorme pour avoir une quantité très petite. Je sais qu'il y a, c'est pas la première étude qui dit qu'on a de l'eau à l'intérieur de la Terre. Et je sais que j'ai vu sur Internet, il y a pas mal de sites qui disent « Ah bah voilà, maintenant on n'a plus de problèmes, on peut exploiter cette eau », mais non. Non, pas vraiment. Merci. Pas d'autres questions au travail? L'endroit aussi, mais... Bon, alors, il ne faut pas qu'on se trompe. Hein. Bien, mais Bogdana, je vous remets donc le prix Amiboué 2019, hein, avec mes félicitations et les félicitations de la commission pour cette excellente thèse. Voilà. Et puis je vais laisser la parole. Merci beaucoup. La SGF et l'ANDRA collaborent maintenant depuis de nombreuses années pour soutenir et promouvoir toute la recherche sur les sciences de la Terre, qui sont vraiment une discipline qui est cœur de métier pour nous. Et donc je suis très heureuse de pouvoir être là aujourd'hui avec vous pour vous remettre ce prix Amiboué 2019. Et je tenais à vous féliciter pour la clarté, la pédagogie et puis la qualité de tout le travail que vous avez pu effectuer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis désolée, je ne trouve pas très facilement les mots en français, mais ça fait vraiment du bien d'avoir quelqu'un qui reconnaît le travail qui va dans une thèse. Et je vous remercie pour ça. Félicitations. Donc là, je vais remettre à Bogdana la médaille à l'effigie d'Amiboué. Voilà. Et donc il y aura aussi un petit chèque de l'ANDRA qui est de 2000 €. Hein, je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Les deux prix sont dotés de 2000 € pour votre utilisation personnelle ou pour la science. On va faire une petite photo de groupe.